On passe prendre la voiture demain matin, maman. De toute façon, elle ne t'est plus utile. La phrase est tombée dans le combiné comme un coup près. Une phrase courte, nue, glacée. Je suis restée immobile, le téléphone collé contre mon oreille, les doigts soudain trop lourds pour bouger. Mon fils n'avait même pas pris la peine de dire bonjour. Il annonçait simplement une décision, comme on informe d'un changement de météo. Sèche, irrévocable, sans égard pour celui qui reçoit la nouvelle. Derrière lui, j'ai entendu le rire bref de ma belle-fille, un rire qui n'avait rien de méchant en surface, mais tout de triomphant dans l'intention. Un rire qui disait « c'est fait, c'est décidé », et elle ne dira rien. Je me suis entendu répondre un « ah » à peine audible, un son qui n'était ni un consentement ni une protestation. Un son d'étonnement étouffé ou de blessure, je ne sais pas. Mon cœur battait trop vite, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Pendant qu'il parlait encore, je n'écoutais plus vraiment. On part tôt pour éviter le trafic, on passera vers 9 heures. Prépare les clés. Je ne sais plus si j'ai répondu quelque chose. Je crois que mon silence lui a suffi, comme toujours. Quand la communication s'est coupée, je suis restée là, assise à ma petite table de cuisine. La lumière du matin tombait sur la nappe en toile cirée, un motif de citron qui commençait à s'effacer avec les années. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai posé lentement le téléphone, comme si j'avais peur qu'il se brise ou que je me brise avec lui. Ils avaient décidé, sans me consulter, que ma voiture leur appartenait. Juste comme ça. Une évidence, une appropriation tranquille, une dépossession douce, presque polie. Une douleur sourde a commencé dans ma poitrine, mais ce n'était pas seulement de la peine, c'était quelque chose d'autre, une sensation plus ancienne, plus profonde, comme un écho de toutes les petites humiliations que j'avais avalées en silence. Un nœud que je sentais depuis des années, sans jamais oser le regarder en face. Ce matin-là, il s'est resserré. Et en même temps, quelque part en moi, quelque chose s'est ouvert, une fissure de lucidité, un début de déclic. Je me suis levée pour aller remplir ma bouilloire, mais mes jambes avaient perdu leur assurance. J'ai dû m'agripper au plan de travail. Je voyais flou. Le son de la cuillère contre la tasse me semblait étrange, comme si j'étais soudain devenue spectatrice de ma propre vie. Comment avait-il pu en arriver à cette certitude que tout ce qui était à moi leur revenait de droit? Était-ce la vieillesse qui m'enveloppait d'un voile d'invisibilité? Ou bien étaient-ils devenus, sans que je m'en aperçoive, des étrangers capables de m'écraser sans même s'en rendre compte? Je me suis installée près de la fenêtre, dans le vieux fauteuil en rotin que Pierre m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Je tenais ma tasse chaude entre mes mains, mais je ne sentais presque pas la chaleur. Mon regard glissait sur le jardin, sur les rosiers que j'avais taillés la semaine précédente. Tout me semblait soudain, lointain, fragile, menacé. Elle n'était plus utile. Cette phrase revenait en boucle, comme si elle cherchait à se graver dans ma peau. Je me suis revue, il y a quelques années, roulant encore vers le marché du samedi, chantonnant avec la radio. Oui, j'avais ralenti. Oui, mes réflexes étaient moins vifs. Oui, je faisais attention, je prenais les petites routes, mais je conduisais encore. Je conduisais bien. La voiture était pour moi plus qu'un objet. C'était un morceau de liberté, un reste d'autonomie, un symbole que je pouvais encore décider de quelque chose dans ma propre vie. Et eux avaient décidé que je n'en avais plus besoin, comme si j'étais un enfant qu'on dépossède pour son propre bien. Ou pire, comme si j'étais déjà une vieille femme diminuée, incapable de se défendre, incapable même de remarquer qu'on lui vole ses dernières possessions. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à regarder dehors. À un moment, la bouilloire s'est remise à faire un petit clic sec en refroidissant, et ce bruit m'a ramenée dans le présent. J'ai inspiré profondément. Quelque chose en moi avait changé, imperceptiblement, mais profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas simplement encaissé. Quand je me suis levée enfin, j'ai ouvert le tiroir du buffet où je range les papiers importants. J'ai sorti la petite pochette grise où je garde la carte grise, l'assurance, les factures d'entretien. Je les ai posées sur la table, je les ai regardées longtemps. La voiture était encore à mon nom. Et pourtant, dans l'esprit de mon fils, elle n'était déjà plus à moi. Une colère froide est montée. Pas une colère bruyante, non. Une colère tranquille, silencieuse, d'une précision glacée. Pas pour la voiture en elle-même, pour ce que son geste révélait. Cette voiture, c'était moi qu'ils avaient déplacée, prise, rangée ailleurs. J'ai refermé doucement la pochette,
Et, dans un souffle que je ne reconnaissais pas comme étant le mien, j'ai murmuré « Ça suffit maintenant ». C'était la première fois que je me parlais ainsi. La première fois que je me choisissais depuis longtemps. Et je ne savais pas encore que cette phrase allait devenir la pierre fondatrice de tout ce qui suivrait. Je n'ai pas toujours été cette femme que l'on croit facile à déplacer, comme un meuble trop vieux. Il fut un temps où j'étais au centre de tout, où chaque décision passait par moi, où la maison battait au rythme de mes pas, de mes casseroles, de mes rires. Si je ferme les yeux, je peux encore sentir l'odeur de la cire sur le parquet du salon, le bruit des petites chaussures qui claquent en courant dans le couloir, la voix de Pierre qui m'appelle du jardin. « Denise, tu peux venir voir ça ?» Comme s'il avait trouvé un trésor parmi ses rosiers. J'avais 20 ans quand je l'ai rencontré, à ce bal du 14 juillet, dont je me souviens comme si c'était hier. Ma robe n'était pas neuve. C'était celle de ma sœur aînée, retouchée par ma mère. Mais je me sentais belle. Il faisait chaud, le ciel était plein de lanternes de papier, et l'accordéon jouait des airs que tout le monde connaissait. Pierre n'était pas le plus beau, ni le plus brillant, mais il avait ce regard franc, un peu timide, qui vous donne l'impression d'être la seule au monde. Quand il m'a invité à danser, il a trébuché sur mon pied. Il était si gêné que j'ai ri, et ce rire-là ne nous a plus quittés pendant des années. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Pas de grand mariage, pas de robe de princesse. Une cérémonie simple à la mairie, un repas dans la salle des fêtes, des tables en bois recouvertes de nappes blanches, des bouquets de marguerites cueillis par ma tante. Mais je me souviens surtout de la manière dont il me regardait, ce jour-là, comme si je portais tout son avenir entre mes mains. Et d'une certaine façon, c'était vrai. Nous n'avions pas grand-chose au début. Un petit appartement au 3e étage sans ascenseur, des meubles récupérés chez les uns et les autres, une vieille cuisinière à gaz qui s'éteignait parfois au milieu de la cuisson. Mais nous avions des projets, et surtout cette énergie inconsciente qu'ont les jeunes gens qui ne savent pas encore tout ce que la vie peut briser. Je travaillais comme vendeuse dans une mercerie, lui sur les chantiers. Nous mettions de côté chaque franc possible. Pas de vacances, pas de restaurant, juste des dimanches, chez mes parents, ou ses parents, selon. Quand notre fils est né, j'ai quitté mon travail. Ce n'était pas vraiment une décision, plutôt une évidence à l'époque. Une mère restait à la maison, s'occupait des enfants, de la maison, de la cuisine. Je ne l'ai pas vécu comme un sacrifice, pas au début. Quand je tenais ce petit corps chaud contre moi, que je sentais son souffle sur mon cou, je me disais que rien ne pouvait être plus important. Quand ma fille est arrivée 2 ans plus tard, j'ai simplement élargi le cercle de ses priorités, 2 bouches, 2 corps à protéger, 2 avenirs à fabriquer. Nous avons acheté cette maison quelques années après. Elle n'était pas parfaite. Un toit qui fuyait un peu, un jardin à l'abandon, des murs à repeindre. Mais c'était chez nous. Pierre avait les yeux qui brillaient en parlant du potager qu'il allait faire, des rosiers qu'il planterait le long de l'allée. Moi, je voyais déjà les anniversaires, les fêtes de Noël, les goûters d'après l'école. Je voyais une table trop pleine de plats, des rires, des chaises dépareillées, des papiers de bonbons par terre. Une maison qui vit. Avec le temps, tout cela est devenu réalité. Mes journées étaient remplies jusqu'au bord. Je me levais tôt, préparais le petit déjeuner, faisais les lits, lançais une machine de linge, conduisais les enfants à l'école, courais au marché, revenais faire mijoter un plat. J'ai appris à faire des miracles avec peu. Une carcasse de poulet pouvait nourrir une famille entière si on savait y mettre du temps et du cœur. J'étais fière de savoir faire avec presque rien. Pierre rentrait tard, souvent fatigué, mais il m'embrassait sur le front et disait « Sans toi, tout ça n'existerait pas ». Et ce tout ça englobait notre univers, la maison, les enfants, l'équilibre fragile de notre petite existence. La première voiture, nous l'avons achetée quand notre fils a eu 10 ans. Une vieille R5, pas très belle, mais elle représentait pour nous une sorte de luxe inouï. Je me revois sur le siège conducteur, Pierre à côté, les enfants à l'arrière, tous les 4 serrés dans une voiture qui sentait encore le plastique neuf malgré son âge avancé. Nous ne sommes jamais allés très loin. Un lac à 1 heure de route, la mer 1 fois tous les 2 ans, chez des cousins. Mais pour moi, chaque déplacement était un voyage, une preuve que nous avions franchi un cap. Mes enfants ont grandi dans ce cocon. Je cousais leurs costumes de carnaval, je préparais des gâteaux pour les kermesses, je savais par cœur les horaires du bus, les noms de leurs camarades de classe, leurs préférences en matière de goûter. Quand ils avaient de la fièvre, c'était ma main sur leur front.
Quand ils avaient peur d'un cauchemar, c'était ma voix qui les apaisait. Je me souviens d'avoir pensé plusieurs fois. Un jour, ils se rendront compte de tout ça. Pas par besoin de reconnaissance exagérée, non, juste l'idée naïve que l'amour qu'on donne finit toujours par se voir. C'est étrange comme le temps fait glisser les choses sans qu'on s'en rende compte. Au fil des ans, le sans toi, tout ça n'existerait pas, de Pierre s'est fait plus discret, remplacé par les soucis, les factures, les douleurs de dos. Puis, il est parti trop tôt, emporté par cette douleur dans la poitrine qu'il minimisait depuis des mois. Je me suis retrouvée seule à porter tout ça. La maison, les papiers, les impôts, la voiture, les fêtes de famille. Les enfants avaient déjà commencé leur vie ailleurs. Ils revenaient, bien sûr, mais différemment. Plus pressés, plus préoccupés. Je les ai vus peu à peu se détacher de ce que nous avions construit. Pour eux, la maison était devenue la maison de maman. La voiture de maman. Ma présence, une sorte d'arrière-plan rassurant, mais évident. Moi, je continuais à m'agiter pour que tout reste en place, comme si l'ordre du monde dépendait de la façon dont je dispose les couverts sur la table. Avec le recul, je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à se fissurer. Pas brutalement, pas un grand fracas, non, de petites micro-fissures, invisibles, qui s'agrandissent en silence, des phrases qui glissent, des gestes un peu distraits, des regards pressés, rien de suffisamment grave pour qu'on s'y arrête sur le moment, mais suffisamment pour que, des années plus tard, on se retourne et qu'on se demande « Quand est-ce qu'ils ont cessé de me voir vraiment ?» Les premiers signes n'ont pas été des cris, ni des conflits ouverts. Non, les humiliations qui blessent le plus sont souvent celles qui se glissent doucement dans la vie, comme une brise froide qui s'infiltre par une fenêtre qu'on croyait fermée. Elles arrivent en silence, un peu chaque semaine, un peu chaque mois, si discrètement que l'on finit par croire qu'on exagère, qu'on se fait des idées. C'est cela, le plus dangereux, quand on commence à douter de soi-même, avant même de douter des autres. Je me souviens d'un dimanche midi. Mon fils et ma belle-fille étaient venus déjeuner, comme autrefois. Enfin, ce n'était plus vraiment comme autrefois. Ils arrivaient tard, souvent avec des airs pressés, et repartaient dès la dernière bouchée avalée. Ce jour-là, j'avais préparé un rôti de veau, leur plat préféré lorsqu'ils étaient jeunes. Je me souviens du temps passé à éplucher les carottes, du soin mis à choisir les herbes, du sourire que j'avais eu en repensant aux dimanches bruyants où les enfants se chamaillaient pour récupérer le dernier morceau croustillant. Quand ils sont entrés, j'ai senti tout de suite quelque chose. Leur regard a glissé sur la table, sur moi, comme si j'étais un décor familier mais inutile. Ma belle-fille s'est penchée vers le plat, a pris une inspiration légère et a dit, avec une voix faussement douce, « Oh, tu continues encore à cuisiner des choses aussi lourdes? À ton âge, ce n'est pas très raisonnable, tu sais. Tu devrais faire plus simple. » Le mot « simple » avait résonné longtemps en moi, comme si mes mains, ma cuisine, mes gestes ne valaient plus rien, comme si ce qui avait nourri leur enfance devenait soudain dépassé, ridicule. Je n'ai rien répondu. J'ai souri. J'ai dit, « Vous avez raison, peut être. » Mais au fond, quelque chose s'est froissé. Une page à l'intérieur s'est pliée un peu trop violemment. Puis il y a eu les remarques sur la maison. « Maman, ce portail devient vraiment difficile à ouvrir. Pourquoi tu ne le changes pas? Année. Ou ce canapé est encore là? Tu devrais le remplacer. C'est vieux, non? Ou encore, le pire. Tu vis seul dans tout ça, c'est trop grand pour toi. Tu ne te sens pas perdu? » Je répondais toujours par un petit rire gêné. Je disais que tout allait bien, que j'aimais mes meubles, même s'ils n'étaient plus à la mode, que la maison était pleine de souvenirs. Mais leur regard disait autre chose, un mélange de jugement, d'impatience, d'une forme de pitié condescendante. Comme si mes choix n'étaient que des résistances de vieilles femmes. La voiture, elle aussi, est devenue un sujet. Ma belle-fille levait les yeux au ciel chaque fois que j'en parlais. Mon fils demandait « Tu es sûr de vouloir conduire encore? On pourrait t'accompagner si besoin ?» Mais l'accompagnement n'était pas la question. Ce qu'il voulait, je le sais maintenant, c'était décider à ma place. Un dimanche, mon fils a même lancé « Tu sais, on pourrait gérer tes papiers, tes assurances. » Tout ça devient compliqué avec l'âge. L'âge. Toujours ce mot-là. Il ne me voyait plus comme une femme, plus comme une mère, juste comme une personne qui glisse vers l'inutilité. À chaque remarque, je me tassais un petit peu plus dans mon fauteuil, comme si mon corps cherchait à devenir plus discret, pour ne plus décevoir.
Je me disais que les jeunes avaient raison, que leur monde allait trop vite pour moi. Je cherchais toujours une excuse pour justifier leurs mots. La fatigue, le stress du travail, l'époque, Internet, je ne sais quoi. Je voulais les comprendre, pour éviter de les accuser. Un jour, je me suis surprise à mentir. Oui, mentir. Il m'avait demandé, presque machinalement, « Tu conduis encore, maman ?» Et j'ai répondu, « Oh, très peu. Presque plus. » Et Zend Keba, ce n'était pas vrai. Je conduisais encore une fois par semaine, parfois deux, juste pour aller au marché ou chez la fleuriste. Mais j'avais tellement peur d'une nouvelle remarque, d'un soupir, d'un regard appuyé, que j'ai préféré inventer une réponse qui leur convienne. C'est ce jour-là, je crois, que j'ai compris à quel point je m'étais effacée. D'autres signes sont venus. Ils ont commencé à parler entre eux, sans me regarder, à échanger des sourires à demi-mot, à s'adresser à moi avec ce ton, comment dire, ce ton qu'on utilise avec un enfant maladroit. Un ton qui vous retire toute autorité, sans même avoir à élever la voix. Une fois, je leur ai servi du café, dans mes tasses préférées, celles avec des fleurs bleues peintes à la main. Ma belle-fille les a prises du bout des doigts, a froncé le nez et a dit « C'est joli, mais ça fait un peu ancien, non? Tu devrais t'acheter un service plus moderne. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas répondre. Ce service, c'est le cadeau de mariage de ma mère. Je ne l'ai pas dit, parce que j'ai compris qu'ils s'en fichaient. Pour eux, l'ancien n'avait plus de valeur, comme moi. La solitude, elle, s'est installée doucement. Pas celle qu'on ressent quand personne ne vient. Non. La solitude la plus cruelle est celle qu'on ressent même quand les autres sont là. Celle où l'on parle et où l'on est déjà plus entendu. Celle où l'on sourit et où personne ne remarque les rides nouvelles autour des yeux. Celle où, petit à petit, on cesse de donner son avis parce qu'on a compris qu'il ne compte plus. Un soir, je me suis regardée dans le miroir de ma chambre. Je me suis vue penchée, un peu rentrée en moi-même, et j'ai murmuré « Quand est-ce qu'ils ont cessé d'être mes enfants pour devenir mes juges ?» Je n'ai pas eu de réponse, mais je savais que quelque chose, dans l'air, avait déjà tourné. Les petites humiliations n'étaient pas des accidents, elles étaient la préparation. Ce n'était que le début. La goutte d'eau, ce fameux moment où tout bascule. On imagine toujours qu'il ressemblera à un grand fracas, à un scandale, à une scène de film. Mais non, dans la vraie vie, la trahison se glisse souvent dans une enveloppe banale, un courrier administratif qui semble anodin, un détail que l'on découvre au détour d'un geste ordinaire. Pour moi, ce fut un mardi matin. Le facteur avait glissé une pile de lettres sous la porte, comme d'habitude. Je les ai ramassées sans y penser. Une publicité, une facture d'eau, un relevé de compte. Et puis, cette enveloppe blanche portant le logo de mon assurance auto. Je l'ai ouverte, persuadée qu'il s'agissait d'un rappel de paiement ou d'une information annuelle. Mais non. Les mots m'ont immédiatement glacé le sang. Confirmation de votre demande de transfert de contrat au nom de Monsieur L, votre fils, en attente de votre signature. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis assise. J'ai relu. Encore. Il y avait, agrafé à la lettre, une feuille où l'on avait imité ma signature. Très mal imitée. Une signature tremblée, grossière, qui n'avait rien à voir avec la mienne. Je l'ai fixée longtemps. Je sentais une chaleur monter dans ma poitrine, comme si quelque chose se déchirait de l'intérieur. C'était donc cela. Ils n'avaient pas seulement pris la voiture pour leurs vacances. Ils avaient essayé de la transférer légalement à leur nom, en passant par-dessus moi, en falsifiant ma signature, en agissant comme si j'étais déjà incapable de gérer quoi que ce soit. Comme si je n'existais plus. Je tremblais tellement que j'ai dû poser la feuille. Une rage sourde, froide, me montait dans la gorge. Pas une colère explosive. Non, une colère bien plus dangereuse. Celle qui naît de l'humiliation, de la conscience qu'on vous a prise pour une idiote. Je me suis souvenu de leurs phrases. Elles n'étaient plus utiles. Et soudain, tout devenait clair. Leurs regards pressés, leurs remarques sur la maison trop grande, leurs hésitations quand je parlais d'argent. Leur « tu devrais nous laisser t'aider » prononcé d'un ton trop mielleux. Tout prenait sens. Ils avançaient par étapes, lentement, discrètement. Ils préparaient le terrain. Ce n'était plus seulement des mots blessants. C'était un plan organisé pour me déposséder petit à petit. Éviction douce, manipulation tranquille. Ils s'imaginaient déjà maître de mes biens. J'ai pris la lettre entre mes doigts. Je voulais la déchirer. Être même hurlé. Mais aucun son ne sortait. À la place,
Une sensation étrange est montée en moi. Quelque chose de solide, de lourd, de froid. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au salon. J'ai posé la lettre sur la table basse et j'ai murmuré « Pas cette fois ». Je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris à quel point je m'étais trompée sur mes enfants. Je les avais imaginés honnêtes, un peu égoïstes être, mais profondément bons. Je n'avais jamais envisagé qu'ils puissent utiliser la loi contre moi, qu'ils puissent manipuler des documents, falsifier une signature comme on falsifie un mot d'absence à l'école. Je me suis sentie trahie dans tout ce que j'avais donné. Dans chaque repas préparé, chaque nuit passée à veiller sur eux. La douleur était immense. Mais sous cette douleur, quelque chose d'autre est né. Une force, une lucidité, une volonté brute, celle de ne plus laisser quiconque décider à ma place. J'ai pris la lettre et je l'ai relue calmement, comme une preuve dans une enquête. Je ne voulais plus être cette femme fragile qu'il croyait pouvoir manipuler. Je n'étais pas encore prête à me battre ouvertement, mais intérieurement, un mécanisme s'était enclenché. Je savais que je devais agir, mais avec intelligence, avec prudence, avec stratégie, pas un geste de trop, pas un mot de plus. Juste observer, comprendre, préparer. Les jours suivants ont confirmé mes craintes. Mon fils m'appelait plus souvent que d'habitude. Il demandait d'une voix faussement légère « Tu as reçu des courriers récemment? Rien d'important ?» Je répondais calmement « Rien de spécial. » Il insistait « Tu me dirais si tu avais besoin d'aide pour les papiers, n'est-ce pas? Tu sais que je suis là pour ça. » J'avais envie de rire. Un rire amer, presque cynique, mais je me suis contentée d'un « Oui, bien sûr. » Puis il y eut une discussion encore plus troublante. Il m'a dit « Maman, tu sais, un jour, il faudra penser à organiser tes affaires. Ce serait dommage que tout devienne compliqué pour nous plus tard. Pour nous, pas pour toi. Jamais pour toi. Pour eux, leur confort, leur héritage, leur facilité. » Je souriais en silence, mais chaque mot était une pierre supplémentaire sur le mur qu'il bâtissait entre nous. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai retrouvé une photo de nous 4 dans la vieille R5. Pierre au volant, moi à côté, les enfants à l'arrière, tous les 4 hilars. Je me suis effondrée en larmes. Pas parce que j'étais triste, non. Parce que je comprenais que ces enfants n'existaient plus, que les adultes qu'ils étaient devenus n'avaient plus rien à voir avec ces visages rieurs du passé. Mes larmes ont séché vite, très vite. Elles laissaient place à un calme inattendu, un calme lucide. Je me suis assise devant ma table, j'ai sorti mon vieux carnet en cuir et j'ai inscrit la date. J'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai découvert leur plan. Je ne serai plus la victime. » C'était la première phrase de ma résistance. Les nuits qui ont suivi ont été longues, trop longues. Je me couchais tôt pour essayer d'oublier, mais le sommeil me fuyait. Je restais allongée dans l'obscurité, les yeux ouverts, à écouter la vieille horloge du couloir égrener les secondes. Chaque tic-tac avait la lourdeur d'un reproche. Je pensais à cette lettre, à cette signature grossière, à ce geste qui avait franchi une limite irréversible. Je la revoyais devant mes yeux, comme une tache d'encre impossible à effacer. J'avais beau fermer les paupières. L'image revenait aussitôt, collée à mon esprit. Je passais des heures à me demander comment j'avais pu en arriver là. Comment mes propres enfants, ceux que j'avais nourris, consolés, élevés, pouvaient en venir à falsifier ma signature sans une seconde d'hésitation. Était-ce ma faute? Avais-je été trop gentille, trop conciliante, trop silencieuse? Avais-je donné l'impression que tout leur appartenait déjà, que ma vie n'était plus que l'antichambre de la leur? Lorsque je sentais la colère monter, elle était immédiatement suivie d'une vague de culpabilité, comme si me défendre contre eux était déjà une trahison. Je me retrouvais au milieu d'un champ de bataille intérieure, tiraillée entre l'envie de crier la vérité et le besoin de préserver les derniers vestiges de paix familiale. Je me détestais d'être encore capable de les excuser alors qu'ils avaient franchi la ligne. Et je me détestais encore plus de continuer à les aimer malgré tout. Une nuit, incapable de dormir, je me suis levée. J'ai descendu les escaliers dans le noir, sans allumer la lumière. Je connaissais chaque marche, chaque craquement. Je me suis installée à la table de la cuisine, là où j'avais nourri mes enfants des centaines de fois, là où j'avais écouté leurs petites histoires de cours de récré, leurs peines, leurs rires. Cette table qui avait été un lieu de confiance me semblait désormais étrangère, presque hostile, comme si elle refusait de supporter une humiliation de plus. J'ai pris mon carnet, celui que j'avais ressorti quelques jours plus tôt, et j'ai commencé à écrire. D'abord, une phrase,
puis une autre, puis une troisième. Bientôt, les mots ont coulé sans que je puisse les arrêter. Je notais tout, les dates, les remarques blessantes, les comportements étranges, les pressions à peine voilées, les demandes insistantes concernant la maison, les comptes, la voiture. Je retraçais mentalement chaque détail, comme un enquêteur qui remonte la piste d'un crime invisible. Plus j'écrivais, plus je comprenais. Et plus je comprenais, plus je me sentais lucide. Je n'étais pas folle, je n'étais pas fragile, je n'avais pas inventé, je n'avais pas exagéré. Ils avaient bel et bien tenté de me déposséder. En écrivant, une étrange paix est descendue sur moi. Comme si mettre noir sur blanc, la réalité me redonnait le contrôle. Comme si chaque phrase me rendait un fragment de ma dignité perdue. Au fil des pages, je passais de la douleur à une forme de détermination calme, presque méthodique. J'étais blessée, oui, profondément blessée. Mais je n'étais pas brisée, je commençais seulement à me redresser. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je ne faisais jamais. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Pas pour une douleur physique, pour cette angoisse constante qui m'étouffait. Je ne voulais pas qu'on pense que j'étais fragile, mais je savais que si je devais affronter ce qui venait, j'avais besoin de toutes mes forces. Le docteur m'a écouté longuement. Il m'a parlé doucement, sans me juger. Il m'a dit que ce que je vivais était malheureusement courant, que la vieillesse inspire parfois la prédation chez ceux qui ne veulent voir que l'héritage. Il m'a conseillé d'être prudente, de garder une trace écrite de tout. Je lui ai répondu, « J'ai déjà commencé. » Il m'a offert ces mots-là, que j'ai gravés dans ma tête. « Vous n'êtes pas faible, madame. Vous êtes lucide. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une lucidité tardive. » En sortant du cabinet, je me sentais un peu différente, plus droite, plus solide, comme si quelqu'un avait rallumé une lumière intérieure que je croyais éteinte depuis longtemps. Les jours suivants, j'ai continué à écrire dans mon carnet. Je notais leurs appels, leurs phrases, les détails qu'ils laissaient échapper en pensant que je n'y prêtais plus attention. Leur impatience, leurs sous-entendus, leurs gestes trop pressés, et surtout leur certitude. Ils étaient persuadés que j'étais affaiblie, manipulable, dépendante. Ce carnet est devenu mon refuge, mais aussi mon arme. Chaque mot tracé était un pas vers la vérité. Chaque phrase me rapprochait d'une décision que je n'avais pas encore totalement formulée, mais dont je sentais la forme apparaître, floue, mais inévitable. Et puis il y a eu cette soirée, la plus importante. Mon fils m'a appelée. Sa voix était douce, trop douce. Il m'a demandé, « Maman, tu as réfléchi à ce qu'on t'a dit? Tu sais, pour la voiture, et puis pour le reste. On est là pour t'aider, tu sais. Tu ne peux pas continuer comme ça toute seule. » J'ai fermé les yeux. J'ai senti mes doigts se resserrer autour du combiné. La douleur est revenue, brutale. Mais sous la douleur, une autre force montait. Une force qui disait « Alors voilà, ils ne s'arrêteront plus. » Une force qui murmurait « Il va falloir te battre. » J'ai répondu calmement, presque trop calmement. « Oui, j'ai réfléchi. » Et pour la première fois, je savais que ces mots ne seraient pas une capitulation. Ce soir-là, seule dans ma cuisine, j'ai compris que j'étais arrivée au point où l'on ne peut plus reculer. La peur n'avait plus sa place. Je choisirais une autre voie, une voie silencieuse, une voie légale, une voie qu'ils ne verraient pas venir. Ce fut le début de ma décision, de ma justice, de ma reprise en main. La décision de me défendre s'est imposée à moi comme une nécessité vitale. Pas une vengeance encore, non. Plutôt un réflexe de survie, celui d'une femme qui a trop encaissé, trop pardonné, trop espéré que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Je savais désormais que rien ne s'arrangerait, pas avec des gens qui voyaient ma vieillesse comme une opportunité. Alors j'ai commencé à préparer ce qu'aucun d'eux ne soupçonnait, ma reprise de contrôle. Tout a commencé par un simple appel. J'ai cherché le numéro d'un notaire recommandé par le médecin Maître Aubanel. Sa secrétaire m'a proposé un rendez-vous le mardi suivant. Je me suis surprise à hésiter en raccrochant, comme si faire appel à un professionnel revenait à franchir une ligne irréversible. Mais c'était déjà trop tard. La trahison avait franchi à ma place. Le matin du rendez-vous, je me suis habillée avec soin. Pas par coquetterie, mais par respect pour moi-même. Je voulais que, dans ce bureau où je m'apprêtais à mettre ma vie entre les mains de la loi, on voit une femme digne, une femme debout, pas une vieille dame fragile qu'on peut balayer d'un revers de main. J'ai mis mon manteau beige, celui que Pierre m'avait offert une année où nous n'avions presque rien, mais où il tenait absolument à me faire un cadeau. Dans la poche intérieure, j'ai glissé mon carnet.
mon dossier, ma mémoire. L'étude notariale se trouvait dans un immeuble ancien du centre-ville, avec de grandes fenêtres et des moulures au plafond. L'air sentait le papier, l'encre, et quelque chose comme la rigueur. Quand maître Aubanel est entré, il m'a tendu la main, un sourire discret aux lèvres. Il avait ce regard calme des gens habitués aux drames familiaux, aux mensonges ordinaires, aux injustices parfumées de politesse. Je lui ai expliqué. Pas tout d'un coup, non, d'une voix tremblante d'abord, puis plus stable au fur et à mesure que les mots s'alignaient. Je lui ai montré la lettre de l'assurance, la signature falsifiée. Je lui ai parlé des remarques, des pressions, de la voiture, de ce sentiment d'être vidé à petit feu. Lorsqu'il a pris un moment pour réfléchir, j'ai cru qu'il allait minimiser, relativiser, comme tant d'autres l'auraient fait. Mais il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Madame, votre intuition est juste. Ce que vous décrivez est une stratégie d'emprise. Cela commence par des biens secondaires et cela finit souvent par les comptes, la maison, les décisions médicales. Vous avez bien fait de venir. Et surtout, vous n'êtes pas seul. » Ces mots ont agi comme un baume lent, profond, presque douloureux tant il touchait une blessure vive. Nous avons alors élaboré un plan simple, légal, discret, une revanche silencieuse mais implacable. D'abord, il fallait me protéger. Ensuite, il fallait reprendre le contrôle. Enfin, il fallait agir avant eux. La première mesure fut l'ouverture d'un nouveau compte bancaire, dans une autre banque, loin de leur regard. Mes économies y seraient transférées progressivement, sans attirer l'attention. Le notaire m'a conseillé une conseillère fiable, discrète, habituée aux dossiers sensibles. Je suis allée la rencontrer 2 jours plus tard. Une jeune femme brune, posée, qui m'a accueillie avec une douceur inattendue. Elle m'a dit « Vous faites la bonne chose, madame ». Je n'ai pas répondu, mais ce jour-là, j'ai respiré mieux. Ensuite, nous avons parlé de la maison, ce lieu qu'il convoitait sans vergogne. Elle était encore à mon nom, mais le notaire m'a expliqué qu'il existait des clauses de protection. Nous avons rédigé un document qui stipulait que toute modification future nécessiterait non seulement ma signature, mais aussi ma présence physique chez le notaire. Aucune procuration ne serait possible. Rien ne pourrait être fait à mon insu. Cette simple règle barrait leur route. Puis, nous sommes venus à la voiture, la Clio grise, le symbole de leur audace, le début de leur glissement vers l'illégalité. Vous pouvez la conserver, me dit-il, mais cela ne les empêchera pas de recommencer. Si vous souhaitez la protéger, vous pourriez envisager une vente. Une vraie vente, à une personne de confiance. Une vente propre, irréprochable. Je suis restée silencieuse. Vendre ma voiture me semblait inconcevable. Mais l'idée s'effrayait un chemin en moi. Une vente stratégique. Leur couper la route sans bruit. Mettre hors de portée ce qu'ils croyaient déjà acquis. Le notaire a ajouté presque doucement « Parfois, reprendre le contrôle, c'est aussi accepter de se séparer de certains objets, pour sauver ce qui compte vraiment, votre liberté. » Ce jour-là, je suis sortie de l'étude notariale avec un mélange de tristesse et de puissance. Une forme de dignité retrouvée, comme si chaque démarche effectuée déposait une pierre de plus dans mon armure invisible. Les jours suivants, j'ai avancé méthodiquement, j'ai classé mes papiers, j'ai changé certains mots de passe. J'ai transféré une partie de mes économies, j'ai fait établir un nouveau testament, clair, précis, impossible à contester. Et surtout, j'ai accepté de vendre la voiture. Non pas à n'importe qui, à un retraité recommandé par le notaire, un homme doux, passionné de mécanique, qui m'a promis d'en prendre soin. Le prix était juste, la transaction propre, 3 signatures, un double de clés remis, un regard échangé, et la voiture est partie. Je suis restée longuement devant le portail refermé. Je ne ressentais ni perte, ni regret, seulement un calme étrange. Un calme qui disait « Ils veulent jouer à prendre ? Très bien, jouons, mais selon mes règles. » Ce n'était plus eux qui avançaient sur mon territoire. C'était moi, silencieuse, méthodique et résolue. Le jour de leur retour, j'avais l'impression étrange d'assister à une scène que j'avais déjà vue en rêve. Pas un rêve agréable, non. Un rêve qui laisse un goût métallique sur la langue. Tout était silencieux dans la maison. Trop silencieux. Je me tenais près de la fenêtre du salon, les rideaux entr'ouverts. Le ciel était gris, d'un gris bas et lourd, comme si la journée elle-même retenait son souffle. Je savais que l'heure approchait. À 10 à 7h12 précise,
Leur voiture de location s'est arrêtée devant le portail. J'ai vu mon fils descendre, encore bronzé du soleil breton, et ma belle-fille sortir en tirant les valises avec une gestuelle impatiente. Ils avaient l'air détendus, insouciants, rassasiés de vacances. Rien, dans leurs attitudes, ne laissait penser qu'ils imaginaient ce qui les attendait. Rien, dans leurs regards, ne montrait le moindre soupçon. Ils ont frappé à la porte comme si tout leur était dû. 3 coups secs, rapides, sans chaleur. « Maman, on est là. Tu peux ouvrir ?» J'ai laissé passer quelques secondes. Une part de moi savourait ce délai, ce tout petit moment où je contrôlais le rythme. Puis j'ai déverrouillé. Leur sourire automatique s'est inscrit sur leurs lèvres, ce sourire mécanique qu'on porte avant même d'avoir vu le visage en face. « Alors, tu vas bien ? On vient chercher la voiture. On voudrait passer la soirée chez des amis. Ils nous attendent. » J'ai répondu d'une voix calme. « La voiture n'est pas là. » Ma belle-fille a fait un pas en avant, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Comment ça, pas là ? Tu l'as mise où ?» Je les ai regardés l'un après l'autre. Mon fils fronçait déjà les sourcils, signe typique qu'il se préparait à hausser le ton. « Où est la voiture, maman ?» Je me suis tournée légèrement vers la table où étaient posés les papiers restants, soigneusement rangés. Puis je me suis retournée vers eux. Je l'ai vendue. Le silence a été immédiat. Pas un silence léger, un silence si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Ma belle-fille a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Mon fils, lui, a blêmi, ce qui ne lui arrive presque jamais. « Vendu ? Tu n'as pas pu faire ça. » Sa voix se brisait presque. J'ai hoché la tête. « Si, je l'ai vendu. À un monsieur très aimable. La vente est faite. Les papiers aussi. » J'aurais pu leur jeter la lettre de l'assurance, leur montrer leur tentative de falsification, leur rappeler l'humiliation. Je n'en ai rien fait. Je n'avais plus besoin de me justifier. La panique a commencé à envahir les yeux de mon fils. Il a fouillé dans sa poche, comme s'il espérait trouver une réponse dans les coutures. « Mais, tu n'as pas le droit. » La phrase m'a profondément frappée par son absurdité. « Tu n'as pas le droit. » Comme si la propriétaire, c'était eux. Comme si moi, je n'étais qu'un obstacle. Ma belle-fille, elle, a repris ses couleurs, mais pas celle de la raison, celle de la colère. « Tu as fait ça pour nous nuire. Pour nous embêter. Maman, tu deviens vraiment, vraiment difficile. Ce n'est pas raisonnable à ton âge. Tu aurais dû nous en parler. On aurait géré ça mieux que toi. » Je l'ai regardé calmement, sans bouger. Je vous ai vu gérer. Je n'ai pas ajouté un mot. Ils savaient. Du moins, une part d'eux savait très bien ce que cela signifiait. Mon fils a alors changé de ton, un ton mielleux, presque suppliant. « Maman, pourquoi faire ça ? On comptait sur cette voiture, tu le savais. Tu n'avais pas besoin de... » Il cherchait le bon mot. Il ne l'a pas trouvé. J'ai dit doucement. Je n'avais pas besoin, en effet. Je l'ai fait parce que c'était juste. Ils n'étaient pas habitués à mon calme. Ils attendaient des cris, des explications, un affrontement émotionnel. Mais le silence les déstabilisait plus que n'importe quelle parole. Ce silence-là était mon arme. Une arme qu'ils n'avaient jamais appris à anticiper. Mon fils s'est tourné vers sa femme. « Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Elle a haussé la voix. « Elle veut nous punir. C'est ça. Elle veut nous punir d'avoir essayé de l'aider. » Ce mot « aider » m'a donné une quinte de rire intérieur. Mais je n'ai rien laissé paraître. Je restais droite, immobile. La vente est légale, ai-je simplement ajouté. Le notaire a toute la documentation si vous souhaitez vérifier. Vous pouvez l'appeler. Le visage de ma belle-fille a viré au rouge sombre. « Ah oui ? Tu vas nous mettre un notaire sur le dos maintenant ? Tu es vraiment... » Elle ne termina pas sa phrase. Elle a vu dans mon regard quelque chose qu'elle ne m'avait jamais vu. Une frontière infranchissable. Mon fils a essayé une dernière tentative. « Mais pourquoi ? Pourquoi nous faire ça ?» J'ai répondu, « Je ne vous fais rien. Je protège simplement ce qui est à moi. Rien de plus. » Le silence est retombé. Un silence lourd, poisseux, qui scellait la fin d'une illusion, celle qu'ils avaient encore du pouvoir sur moi. Ma belle-fille a finalement lâché. « Très bien. Comme tu voudras. On s'en va. » Ils ont reculé, ont pris leurs valises, ont claqué la porte. Le claquement résonna comme une défaite, mais pas pour moi. Quand leurs pas se sont éloignés dans l'allée, j'ai fermé les yeux. Pas de triomphe, pas d'exaltation, juste un profond soulagement, une paix qui m'avait manqué depuis des années. Ils croyaient m'avoir acculé. Mais c'est eux qui découvraient soudain qu'ils n'avaient jamais eu la moindre prise sur ma liberté. Ce jour-là, le piège s'est refermé. Sans violence,
sans cri, juste avec la vérité. Et mon silence, plus tranchant que n'importe quelle lame. Les jours qui ont suivi leur départ ont eu un goût étrange. Pas doux, pas amer. Plutôt une sorte de neutralité nouvelle, comme un silence après une tempête. Un silence qui ne fait pas peur, un silence qui permet d'entendre enfin ce qui était étouffé depuis trop longtemps. Je marchais dans la maison, en observant chaque pièce comme si je la redécouvrais. Je sentais un espace s'ouvrir en moi, un espace que leur présence, ou plutôt leur emprise, avait occupé pendant des années. Mais pendant que je retrouvais peu à peu ma respiration, ailleurs, une autre tempête avait éclaté. Une tempête dont je n'étais plus l'objet, mais seulement la spectatrice lointaine. Leurs messages sont arrivés d'abord sous forme de silence, ce silence que les coupables adoptent quand ils ne savent plus quelle stratégie employer. Puis sont venues les premières fissures. C'est ma fille, la cadette, qui a rompu l'équilibre le premier. Elle m'a appelé un soir, la voix hésitante, comme si elle marchait sur des braises. « Maman, il faut qu'on parle. J'ai vu mon frère cet après-midi. Il était très énervé. Il m'a dit que tu avais vendu la voiture. » J'ai répondu calmement. « Oui, c'est exact. » Un silence. Puis elle m'a demandé « Pourquoi tu as fait ça ?» J'ai senti son inquiétude réelle, pas la fausse sollicitude de son frère. Alors j'ai pris une longue inspiration et j'ai dit « Parce qu'ils avaient essayé de la prendre à leur nom sans mon accord. Ils avaient falsifié ma signature. » La stupeur au bout du fil fut immédiate. « Quoi ? Mais, maman, tu es sûre ? J'ai les documents. » J'entendais son souffle qui s'accélérait, ce souffle qu'elle avait quand elle comprenait une vérité trop lourde. Elle a murmuré « Maman, je n'étais pas au courant. Je te jure. Je te crois. » Elle a pleuré. Pas pour la voiture, mais pour l'idée que son propre frère ait pu franchir une telle limite. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu « De rien, tout va bien », parce que c'était vrai. Pour la première fois depuis très longtemps, tout allait réellement mieux. Le lendemain, le chaos a commencé, mais pas chez moi. Chez eux, j'ai appris par ma fille que mon fils avait essayé de se justifier. D'abord par le mensonge. Maman exagère. Elle n'a rien compris au papier. Je voulais juste l'aider. Puis, par la victimisation. Vous me prenez tous pour un voleur alors que j'ai tout fait pour elle. Puis, finalement, par la colère brute, elle me doit la voiture. C'est moi qui l'entretiens depuis des années. Faux, bien sûr. Mais les coupables adorent se persuader que ce qu'ils prennent leur revient. Entre-temps, ma belle-fille accusait tout le monde. Selon elle, j'étais manipulée. Manipulée par qui ? Par un notaire ? Par moi-même ? Être par l'air du temps ? Sa logique s'effondrait. Ses certitudes aussi. Ma fille, elle, refusait d'avaler leurs mensonges. Elle s'est disputée violemment avec son frère, une dispute qui n'aurait jamais eu lieu si je n'avais pas vendu cette voiture. Les mots ont fusé. Des secrets enfouis depuis des années ont ressurgi. Des phrases que l'on garde habituellement pour les scènes finales d'un théâtre familial. Tu as toujours pensé que tout te revenait. Tu te crois mieux que les autres. Maman t'a toujours trop pardonné. Tu as voulu la mettre sous tutelle sans même lui dire. Oui. Ce mot-là, tutelle, il était sorti. Il n'était plus caché. Il avait été prononcé. Et rien qu'en arrivant à mes oreilles, même indirectement, il m'a serré la poitrine. Ainsi donc, ils avaient prévu d'aller encore plus loin que ce que j'avais imaginé. Me dépouiller n'était qu'une étape. Me réduire au silence légal en était une autre. Ils avaient voulu me faire disparaître dans un cadre administratif bien propre. Je n'étais plus seulement blessée. J'étais révoltée. Dans les jours qui ont suivi, des messages contradictoires ont afflué sur mon téléphone. D'abord des reproches, puis des accusations, puis des tentatives d'attendrir, puis des silences interminables. Je n'ai répondu à aucun. Pas par méchanceté, par hygiène mentale, par protection, parce que je savais que le moindre mot serait retourné contre moi. Pendant ce temps, ma belle-fille s'était mise à téléphoner à toute la famille élargie pour se plaindre. Elle racontait que j'étais devenue capricieuse, instable, influençable. Certains ont douté, d'autres ont fait semblant d'y croire. Mais la vérité avait commencé à se répandre comme une traînée fine. Ils avaient voulu me prendre ce qui m'appartenait. Et la voiture n'était qu'un symbole. Un après-midi, j'ai croisé une voisine qui m'a dit à voix basse « On dit que ça va mal. Chez votre fils. Il paraît qu'il ne se parle plus trop. » J'ai souri doucement. C'était inévitable. Elle m'a regardé avec stupéfaction, comme si elle venait de découvrir une femme qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait jamais vraiment vue. Ce qui se passait dans leur foyer,
ne m'appartenait plus. Ce chaos n'était plus mon chaos. Pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de réparer. Je n'avais plus la force ni le devoir de penser les blessures des autres, ceux-là même qui m'avaient blessé. Une étrange sérénité m'habitait. J'étais devenue spectatrice. Rien de ce qu'ils faisaient ne m'atteignait plus vraiment. Je les regardais de loin, de très loin, comme on regarde un navire s'éloigner, secoué par une tempête, qu'on ne partage plus. Ils s'étaient eux-mêmes déchirés par leur avidité. Je n'avais eu qu'à me taire. Mon silence avait suffi. Quand le tumulte familial est enfin retombé, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un espace vide. Pas un vide douloureux, un vide neuf, comme une pièce que l'on vient de libérer d'un meuble imposant. Pendant des semaines, j'avais vécu sous tension, guettant le moindre signe, la moindre attaque, la moindre tentative d'emprise. Et d'un coup, tout cela n'existait plus. Je me retrouvais seule avec moi-même, et ce face-à-face m'a d'abord intimidée. Qui étais-je devenue? Après tant d'années à m'effacer pour les autres, un matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le soleil filtrait à travers les volets, dessinant des lignes dorées sur le plancher de ma chambre. J'ai eu envie de sortir, envie de voir autre chose que les murs de cette maison, devenue trop pleine de souvenirs et trop vide de présence. J'ai pris une veste, un sac, et j'ai marché jusqu'à la boulangerie. L'air était frais, presque vif, comme s'il voulait me secouer doucement. La boulangère m'a salué avec un sourire sincère, un sourire sans arrière-pensée. Je me suis surprise à répondre avec une chaleur que je ne me connaissais plus. Après des années passées à encaisser des regards jugeants, cette simple interaction avait quelque chose de réparateur. « Vous êtes rayonnante ce matin », m'a-t-elle dit. Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai simplement souri. Peut-être avais-je vraiment changé. Peut-être la liberté se voyait-elle, même quand on ne s'en rend pas encore compte. Mais au fond de moi, une idée grandissait depuis des semaines. Une idée simple, presque enfantine. Partir. Quitter cette maison, ce jardin, ces murs qui avaient connu le bonheur, oui, mais aussi les déceptions, les manques, les humiliations silencieuses. Je sentais que si je restais, je m'étiolerais dans l'attente, dans le souvenir de ce qu'il m'avait fait. Je voulais recommencer quelque part. Pas pour fuir, pour me retrouver. J'ai pris rendez-vous avec le notaire. Encore lui, toujours lui, ce témoin discret de ma renaissance. Quand je lui ai annoncé mon intention de vendre la maison, il n'a pas été surpris. Il m'a simplement demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai répondu « Oui. » Pour la première fois depuis longtemps, je suis sûre de quelque chose. Les démarches n'ont pas été simples, mais je les ai affrontées avec une détermination nouvelle. Chaque signature apposée sur un document me donnait l'impression de couper un fil qui me retenait en arrière. Au bout de 2 mois, la maison était officiellement vendue. J'ai regardé une dernière fois le jardin, les rosiers de pierre, la fenêtre de la cuisine, la porte du garage. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pleurais, mais non. C'était comme si je déposais un fardeau lourd, très lourd, que j'avais porté trop longtemps. Je me suis installée dans un petit appartement à 7, près de la mer. Lorsque j'ai ouvert les volets le premier matin, la lumière immense m'a coupé le souffle. L'horizon se déroulait devant moi, libre, vaste, indifférent au conflit humain. Les mouettes passaient en criant doucement, et une odeur d'iode entrait par la fenêtre. Je me suis approchée du balcon et j'ai respiré à plein poumon. C'était un parfum de recommencement. Les premiers jours, j'ai pris l'habitude de marcher le long du port. Je m'asseyais parfois sur un banc, simplement pour regarder les bateaux bouger avec la marée. Personne ne me connaissait, personne ne me jugeait. Je n'étais ni mère, ni belle-mère, ni vieillissante. J'étais juste une femme qui marchait, qui respirait, qui vivait, et cela me suffisait. Un matin, un voisin du 2e étage m'a salué. Un homme d'une 60aine d'années, discret, avec un chien blanc au regard doux. Il m'a demandé depuis combien de temps j'habitais ici. Nous avons parlé quelques minutes. Des banalités, rien d'important, mais cela m'a fait du bien. Petit à petit, j'ai appris les prénoms des commerçants, des habitués du port, de la dame qui vendait des fleurs au marché. Je tissais un autre cercle, un cercle sans obligation, sans chantage affectif, un cercle léger, libre. Les soirs d'été, je dînais parfois sur le balcon. Je regardais le soleil descendre derrière les maisons, laissant derrière lui une traîne rose et orange. Je me disais que j'avais attendu trop longtemps pour vivre ainsi, que j'avais oublié que la paix pouvait exister sans condition. Un jour, ma fille m'a téléphoné.
Elle voulait prendre de mes nouvelles, savoir comment je m'installais. Sa voix était douce, fragile. Je crois qu'elle cherchait à se rapprocher, à reconstruire quelque chose. Je lui ai parlé sans amertume. Je lui ai dit que j'allais bien, vraiment bien. Peut-être qu'un jour, elle viendrait me voir. Peut-être que notre relation renaîtrait autrement. Mais je savais aussi que je n'attendrais plus. Je ne vivrais plus suspendue au choix des autres. Le pardon. Je n'y pense pas vraiment. Pas encore. Peut-être que cela viendra. Un jour, dans un moment de douceur inattendue. Peut-être pas. La rancune, elle, s'estompe doucement, remplacée par une sorte de sérénité tranquille. On n'oublie pas, mais on cesse de porter. C'est déjà beaucoup. Je me suis choisie. Voilà ce que je me dis parfois, en marchant sur la plage. Je me suis choisie après des années à me mettre en dernier. Après des années à accepter l'inacceptable, je me suis choisie sans fracas, sans drame, sans crier. C'est cela, ma victoire. Et chaque matin où j'ouvre mes volets sur la mer, je me dis que je n'ai jamais été aussi vivante que maintenant. Les journées à 7 ont fini par se suivre avec une fluidité apaisante, comme les vagues qui effacent les traces laissées sur le sable pour en dessiner de nouvelles. Et pourtant, même dans ce calme retrouvé, il m'arrivait parfois de repenser à tout ce qui s'était passé non pas avec amertume, mais avec la lucidité de celle qui a traversé un long corridor sombre et qui se tient enfin dans la lumière. Un soir d'automne, alors que le vent salé s'engouffrait par la fenêtre entrebâillée, j'ai ressenti le besoin de mettre des mots sur ce que je vivais. Pas pour laisser une trace aux autres, mais pour me laisser une trace à moi-même. J'ai sorti mon carnet en cuir, ce même carnet qui avait été mon arme, mon refuge, ma mémoire, et je me suis installée sur le petit bureau face à la mer. La lumière était douce, presque dorée, on aurait dit qu'elle m'invitait à écrire. J'ai ouvert le carnet à la dernière page déjà remplie, puis j'ai tourné la suivante, encore vierge. Le papier avait une texture légère, presque fragile. Un peu comme moi, à certains moments, j'ai pris mon stylo et sans réfléchir, j'ai posé les premiers mots. Où suis-je arrivé exactement? La réponse n'était pas un lieu, ni un appartement, ni une nouvelle ville. C'était un état, une manière d'être, une place intérieure. J'ai écrit que je me sentais en paix, même si cette paix avait un prix que j'avais payé sans recul, presque instinctivement. J'ai écrit que j'avais laissé derrière moi des années d'illusions, des attentes trop lourdes, des liens qui n'en étaient plus vraiment. J'ai écrit que mes enfants avaient tracé leur propre chemin, un chemin où je n'étais plus une figure aimée, mais une opportunité, une gêne, un poids, et qu'il m'avait fallu accepter ce constat pour m'en libérer. Accepter, oui. Pardonner, c'était autre chose. Je pensais souvent à Pierre, dans ces moments de solitude tranquille. Je me demandais ce qu'il aurait pensé, ce qu'il aurait dit. Aurait-il frappé du poing? Aurait-il grondé les enfants? Peut-être aurait-il compris, avant moi, que certaines dérives ne naissent pas en un jour. J'imaginais sa main sur la mienne, pas pour effacer ma douleur, mais pour m'assurer que j'avais fait ce qu'il fallait. Un matin, alors que je buvais mon café encore fumant sur le balcon, j'ai vu au loin un couple marcher main dans la main. Une femme aux cheveux blancs, un peu penchée, et un homme qui l'accompagnait lentement. Ils paraissaient heureux, sans bruit, sans excès, juste heureux. J'ai senti une légère chaleur dans ma poitrine. Pas de jalousie, une tendresse, une reconnaissance. La vie pouvait encore offrir de la douceur, même quand le passé avait été lourd. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller me promener plus loin que d'habitude. J'ai longé le canal, traversé le pont, me suis arrêtée près d'une petite librairie qui sentait le papier ancien. Le libraire, un homme aux lunettes rondes, m'a salué avec un sourire qui faisait plisser tout son visage. Il m'a conseillé un recueil de textes courts sur la reconstruction après des chocs de vie. Je l'ai acheté sans hésiter. Chaque phrase me parlait comme un écho, comme si quelqu'un avait écrit avant moi ce que je commençais tout juste à comprendre. On renaît rarement en silence, mais on grandit souvent dans celui-ci. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé sur la table un message laissé par ma fille. Une carte postale, une vue de Lyon. Quelques mots seulement. Je pense à toi. Je viendrai bientôt. Je l'ai relu plusieurs fois. Pas de grande déclaration, pas d'excuses, pas de justification. Juste une main tendue, une main encore tremblante, peut-être, mais une main tout de même. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pas un pardon total, mais une petite porte entr'ouverte. Parce qu'on ne peut pas tout effacer, parce qu'on ne peut pas tout réparer.
mais on peut parfois recommencer autrement. Ce soir-là, j'ai marché jusqu'à la jetée. Le vent était fort, le ciel lourd, mais la mer, elle, avançait toujours. Je me suis assise sur un muret en pierre et j'ai observé les vagues se briser. Elles ne se battent pas contre la roche. Elles la sculptent patiemment, lentement, inlassablement. Être que moi aussi, je sculptais quelque chose en silence. Une vie nouvelle, un rapport nouveau à moi-même, une force que je n'avais jamais soupçonnée. Je ne suis plus la femme qui tremblait devant les décisions des autres. Je ne suis plus la mère qui acceptait les humiliations pour préserver une paix qui ne me concernait plus. Je ne suis plus l'ombre d'un passé que les autres avaient décidé de réduire. Je suis, tout simplement, je suis encore. Je suis debout, et cela suffit. Quand je me suis levée pour rentrer, la nuit tombait déjà. Le ciel prenait cette teinte violette que j'aime tant. J'ai marché lentement, savourant l'air frais, savourant ma propre présence. Et, arrivé devant la porte de mon appartement, j'ai senti une phrase monter en moi. Une phrase qui voulait sortir depuis longtemps. Une phrase qui ne s'adressait à personne en particulier, mais à toutes les femmes comme moi. Celles qui avaient courbé l'échine trop longtemps. Celles qui avaient attendu qu'on les reconnaisse, celles qui avaient été mises de côté, effacées, dépouillées en silence. Je me suis tournée vers la mer une dernière fois et j'ai murmuré dans l'obscurité. Le silence peut aussi être une forme de justice.